Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. J'espère que tu Vous vas bien. m'écoutez? Mhm. Non, ça va, ça va. Donc, je viens raconter l'histoire d'une jeune dame. Elle a fait au fait une connaissance avec une dame, une dame aussi qui vendait des accessoires pour femmes. Donc, au moment où elle fait la connaissance de cette dame, puisqu'elle prenait toujours du matériel chez cette dame-là, accessoires pour femmes, donc ça pouvait être des tissages, des bijoux et consorts. Donc, elle prenait juste, c'était juste une relation client, en tout cas client-fournisseur. Jusqu'à ce que le fournisseur, la dame qui vendait les accessoires, constate que sa cliente était fiancée à l'un de ses ex. C'est comme ça que dès qu'elle a remarqué que sa cliente était fiancée à l'un de ses ex, elle a accentué la relation. Genre, elle a encore plus fait, elle a voulu vraiment fortifier l'amitié, quoi. Mais la fille, elle ne se doutait de rien. Elle ne savait même pas que la dame chez qui elle prenait ses accessoires avait une relation auparavant avec son fiancé. Pour elle, elle se disait non, c'est une amitié réelle, une amitié sincère et autres. Donc, c'est comme ça qu'elle a même amené, même chez elle, elle venait manger, elle se baladait même ensemble et autres. Jusqu'au jour, à quelques mois du mariage, la dame va avec son fiancé dans sa boutique. Le fiancé dit il remarque carrément que c'était son ex. Et en retour, l'ex lui dit par derrière que non, s'il te plaît, vu que moi j'ai déjà une relation amicale avec ta femme, s'il te plaît, faut pas lui dire qu'on a eu des relations par le passé. Vraiment, faut pas qu'on gaspille notre amitié. Donc le fiancé, lui, n'a pas vu ça comme un inconvénient. Pour lui, tout était normal, c'était bien, quoi. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils ont fini de payer ce qu'ils voulaient payer, ils sont partis. C'est comme ça que pendant les parties du mariage, quand les sœurs de la mariée lui demandent tout le temps tu n'as pas pris tel truc, elle dit non, il y a ma copine qui va me donner ça puisqu'elle vend les bijoux ou les accessoires. Quand ses sœurs lui demandent mais tu n'as pas pris telle chose, oh non, j'ai ma copine elle a dit elle va me donner ça. Mais ses sœurs fermaient toujours la bouche chaque fois qu'on lui demandait, elle disait oh sa copine a dit elle va donner autre. Jusqu'au jour du mariage, le jour du mariage coutumier, sa soi-disant copine, elle n'est jamais venue au mariage coutumier. Au mariage civil encore, elle attendait sa copine, elle n'est jamais arrivée au mariage civil. Mais en temps, elle lui avait fait un cadeau et envoyé à l'avance. Genre, on appelle ça comment? Les trucs, je veux m'appeler ça comment? Les nudes, je sais pas. Les tenues que les mariés portent, genre pour aller en nuit de miel, les tenues, je sais pas, les maillots de quoi, en tout cas. J'espère que vous avez compris. Donc, elle lui a fait ce cadeau-là et elle a envoyé, genre, pour ta lune de miel, il faut mettre ce cadeau. Donc, mais elle était quand même étonnée que le jour de mon mariage, celle que je prends comme copine, elle ne vient pas à mon mariage coutumier comme civil. Elle a laissé tomber. Donc, elle va en lune de miel avec son mari. Elle prend ce cadeau empoisonné. Au fait, c'était un cadeau empoisonné. Elle porte cette tenue-là. Ils ont fini de faire ce qu'ils ont eu à faire. C'était tranquille, quoi. Quelques mois après son mariage, la fille tombe malade. Quand elle tombe malade, la tête grossit, au fait. Donc, le corps est mince, la tête grossit, comme les anciens dessins animés là, non? Les anciens dessins animés qu'on dessinait quand on était à la maternelle, là, genre le dessin, la tête du dessin animé est gros et le corps, les bâtons avec les deux pieds là. Elle était vraiment devenue genre vraiment mince et la tête ne faisait que grossir de jour en jour. Sa mère, la mère de la fille était pasteur. Elle a prié, elle était même déjà fatiguée. A appelé même d'autres pasteurs en renfort, prié. De jour en jour, la situation s'empirait. Elle est même allée même chez le marabout. Laissez même Dieu que peut-être c'est ma prière là qui est petite. Elle allait chez le marabout. Le marabout aussi, on a tout fait, ça n'allait pas. À l'hôpital, alors on ne voyait rien. Donc, eux, ils étaient fatigués. Ils ont dit, jusqu'à l'hôpital, les marabouts et les prières, il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien. La mère a dit, mon enfant, si elle va mourir, elle n'a qu'à venir chez moi. Et chaque fois qu'on lui disait, quand ils sont quand même allés chez un marabout, on lui a dit que non, ta fille a reçu un cadeau empoisonné pour son mariage.
On a essayé de décrire. La fille également, elle s'est retrouvée. On a dit oui, c'est ce cadeau-là qui va te tuer aujourd'hui. Parce que cette femme-là, c'était l'ex de ton mari. Et en retour, ton mari ne t'avait pas dit. Donc, quand elle a revu ton époux, c'était genre pour te tuer et revenir dans la vie du monsieur, puisque elle avait planqué le gars quand il n'avait rien. Donc, quand elle a constaté que le gars a eu l'argent aujourd'hui et qu'il va épouser une autre fille, elle est partie tout simplement chez un féticheur, genre féticher la nuisette qu'elle a offert comme cadeau à sa soi-disant copine pour qu'elle décède parce que c'était ça son but. Donc, la mère étant fatiguée, malgré les révélations, ils n'ont pas trouvé de solution. Elle a pris son enfant, elle a dit, je continue à prier à la maison. Si mon enfant va mourir, qu'elle meure sur moi. La fille dépassée aussi, elle a dit, peut-être c'est le lien du mariage là, qui nous lie au fait de telle sorte que je souffre ainsi. Elle a fait une demande de divorce. Quand elle fait la demande de divorce, on leur met même en séparation de corps, d'abord en observant. Donc, ils sont en séparation de corps. C'est comme ça que il y a un pasteur que la dame avait d'abord adressé une requête, pas pour sa maladie, mais bien avant, dans une église en tout cas, elle avait adressé une requête à ce pasteur-là. Et le pasteur avait dans son dossier, dans ses archives. Le pasteur ne l'avait même jamais appelé. Donc le pasteur, lui, il dort, Jean, et il a une révélation, lui donne le nom complet de cette dame, que sa mère étant ma servante, elle a beaucoup prié. S'il te plaît, va en renfort pour la sauver. C'est comme ça qu'il se réveille. Il a le nom complet de la fille. Il dit, mais attends, c'est quoi ce rêve? Il prie. Après, il dit, bon, il se recouche. Le matin qu'il va dans son bureau, bizarrement, il est en train de traiter ses dossiers. Il tombe sur le dossier de cette fille-là. Donc, il fouillait. En tout cas, c'est comme si l'esprit disait que fouille un peu les dossiers autres. Il tombe sur le dossier de la fille. Il prend le dossier. Et effectivement, c'était le nom qu'il a reçu en rêve qui était sur le dossier. Il a essayé de prendre le numéro. Quand il appelle, puisque la fille même n'avait plus à bien parler, ce sont ses parents qui décrochent. Il se présente. Donc, je suis pasteur tel et autre. Je vous appelle parce que j'ai eu la révélation. Il a donné le nom exact de la fille. Voilà, si vous pouvez venir dans mon église. Il a indiqué, il a donné la localisation. Donc, les parents sont partis. Ils ont porté la dame au dos. Elle n'avait même plus à marcher. Elle faisait tout sur place déjà. On l'a menée à l'église. Quand on l'a menée à l'église, le pasteur, il s'est mis à prier. Prier. Délivrance sur délivrance. Quand maintenant on a réussi à faire la délivrance, la fille se réveille, genre, comme si elle sortait au fait d'un rêve. Elle dit à sa mère, maman, il vient de partir. Oh, mais qui vient de partir? Oh, il y a un homme là qui vient de partir. Ses parents regardent, il n'y a personne à côté. Elle dit, oui, effectivement, il y a un homme qui vient de partir. Il m'a dit, oh, on a réussi à le chasser, mais que c'est pas fini. Le pasteur dit, ah bon, ok. Ils ont continué à prier. Il dit que la fille qui est venue à l'église, elle ne marchait pas sur ses pieds. Elle s'est levée. Elle se lève. Elle demande la première chose, elle dit, amenez-moi où il y a ma voiture. Ses parents l'ont amenée, malgré le fait qu'elle était chétive et encore faible, elle a dit, amenez-moi là où il y a ma voiture. On l'a amenée là où elle avait garé sa voiture. Elle a démarré sa voiture, elle est repartie chez elle. Tout le quartier, tout le monde était au fait dépassé que, oh, mais toi, tu es sorti de chez toi aujourd'hui, tu ne marchais pas, on te portait au dos. Comment tu as fait pour revenir étant debout? Elle a seulement dit, ah, c'est Dieu qui est fort. Et pendant ce temps, pendant qu'elle était malade, sa copine, et qu'elle était en séparation de corps avec son mari, sa copine, sa soi-disant copine, s'amourachait déjà. Donc, c'était le love avec l'autre, avec son mari. Et les gens, les gens qui étaient autour d'eux, envoyaient des snaps tout le temps, genre de leur relation, comment sa copine et son mari vivent déjà le love. Donc, tout ça là, ça au fait, ça a augmenté sa dépression. C'était maintenant, genre, le mari ne voyait que Dieu pour elle là-bas. Subitement, quand elle a été délivrée, le mari, au fait, il demande, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il cherche à voir sa femme. Alors que depuis qu'elle est malade, c'était plus ça. Il cherche à voir sa femme. Quand il arrive à voir sa femme, il s'est agenouillé, il a dit, chérie, vraiment, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, vraiment, je suis désolée. Et c'est comme ça qu'il dit à la copine que, toi et moi, je ne peux pas, même si je suis en séparation de corps avec ma femme, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je vais chercher, récupérer ma femme. C'est là où les problèmes recommencent encore. La copine dit quoi? Après tout ce que j'ai eu à faire, pour toi, tu vas me laisser pour récupérer cette femme-là. Donc, la copine, puisque le gars et la fille étaient en Christ, la copine, elle est mal jusqu'à se convertir, devenue même déjà évangéliste. Au fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle est allée à l'église juste parce que elle voulait convaincre le gars que non, elle est devenue une bonne personne. Alors que c'était le diable déguisé qui allait se cacher à l'église pour montrer, genre, j'ai changé, je suis devenue une bonne personne, je suis en Christ. La go a dit jamais, je ne peux pas accepter ça. Mais la fille, la femme du gars, elle se rétablissait au fur et à mesure jusqu'à ce qu'un
moment donné, après les prières, le pasteur leur a recommandé, parce que la tête ne diminuait pas, on lui a dit d'aller quand même à l'hôpital, puisqu'on avait déjà enlevé le spirituel. Donc, on est allé à l'hôpital, on a fait une opération. Le pu est sorti dans la tête. Des litres de pu. Donc, en ce moment, elle est en train de se rétablir quand même. Mais, je veux dire quoi, je vais appeler celle-là la Tisa. Elle a dit qu'elle ne devait pas laisser la faire comme ça, puisque mystiquement, elle n'a pas pu tuer la fille. Et par le passé, le gars avait aidé cette Tisa-là, je ne sais pas, dans une opération, un truc comme ça, professionnel. On ne sait pas par quel moyen cette fille-là, elle allait appuyer qui. C'est devenu un grand problème au point où on est venu attraper le monsieur, on l'a emmené en prison. Présentement, je vous parle, le monsieur, il est en prison. Et la fille, elle dit, soit elle gagne, soit elle perd. Donc, si elle perd, les deux femmes doivent perdre. Il n'est pas question que l'autre gagne et elle ne gagne pas. Donc, aujourd'hui, le mari est en prison et la dame même, qui était sur le point de se réconcilier avec son mari, elle est encore là, elle se fait soigner, elle suit son traitement et voilà. Elle va faire comment? Elle est obligée de supporter et continuer à prier Dieu. Au fait, c'était pour dire aux filles que les copines, au fait, genre, quand tu rencontres une fille, tu n'as même pas encore fait 1 an d'amitié avec cette fille-là et tu vois qu'elle s'agrippe trop avec toi. C'est pas souvent bon. C'est mieux, avant de te confier ou bien d'ouvrir ta maison à une personne, que tu étudies d'abord la personne en profondeur avant de lui faire confiance. Les hommes aussi, apprenez à nous dire que voilà, ce sont nos ex, ou bien quand vous arrêtez souvent vos relations, dites quand même au fait, ne revenez même plus avec la personne. Ou bien, quand tu vois que ta go est en train d'aller est trop pas collé avec ton ex, pour sauver la vie de ta femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme est surtout dans cette situation parce que le mari n'a pas pu dire la vérité que non, la fille là, c'était mon ex. Et c'est vrai qu'il ne savait pas que la mort de sa femme pouvait sortir de cette femme-là. Mais apprenez aussi à dire non, quand c'est fini, c'est fini. Donc, c'était un peu ça, quoi. Merci beaucoup, Diane, pour l'histoire. Les autres qui disent souvent, le passé, c'est pas important. Ton passé, je n'ai que moi, c'est ton futur qui m'intéresse. Ah bon, hein? Non, le passé est très important. Parce que quelqu'un peut mourir à cause du passé caché, au fait. D'accord. C'est ce qui est arrivé à cette dame aujourd'hui. Merci. Alors, c'est vrai que nous sommes en période de fin d'année, voilà, on tend vers la Noël. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un sapin de Noël mystique. Voilà. C'est pas pour faire peur, hein, mais c'est juste pour, c'est juste pour interpeller au fait nos familles, bon, surtout ceux qui vivent un peu en famille, voilà. C'est juste pour interpeller. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame qui, avec son frère, était orphelin. Donc, ils se sont retrouvés chez leur grand-mère. Et leur grand-mère vivait aussi avec l'une de leurs tantes. C'est comme ça que la fille, puisque leur mère leur a laissé étant trop petit, donc ils ont presque grandi avec leur grand-mère. Elle grandissait, au fur et à mesure qu'elle grandissait, chaque fois qu'elle tombait, qu'elle croisait des hommes, soit il meurt, soit il y a l'accident, il décède. Donc elle a rencontré un premier, il allait se laver à la douche et il a glissé, il s'est fendu la tête, il est mort. Le deuxième qu'elle rencontre, il est mort, il prend son véhicule, genre il va au travail, l'accident, boum, il meurt. Au fait, tous ces gars avaient des morts vraiment très mystiques. Et à un moment donné, elle s'inquiétait, elle ne savait pas au fait si c'était elle la cause ou bien c'était un sort qu'on l'avait jeté ou c'était le destin de ces gars. Mais ça devenait tellement... Ça devenait tellement répétitif qu'à un moment donné, elle s'inquiétait. S'il ne meurt pas, il devient fou, par exemple. C'était un peu ça avec tous ces dragueurs. Jusqu'à ce qu'un jour, son frère, il est assis au salon et il n'est pas vraiment endormi. C'est comme ça que, au fait, je ne sais pas si c'est il a un reflet, genre comme s'il voit quelque chose sortir du sapin. Et il faut dire que ce sapin de Noël est dans leur maison depuis près de 8 ans. Chaque fois qu'on va enlever ce sapin de Noël, même quand c'est pas la période de Noël, parce qu'on voit souvent que, généralement, quand la période de Noël finit dans les maisons, on enlève le sapin, soit on le garde, soit on jette, ou je sais pas. Mais chaque fois qu'eux, ils voulaient enlever le sapin de Noël du salon après la période de Noël, leur grand-mère dit, oh non, ne touchez pas, il faut que ça reste là. Donc ça restait là, le sapin est resté là près de 8 ans. Personne n'enlevait jamais ce sapin-là. Donc il est allongé sur le salon, il veut genre dormir. Il a le reflet, genre comme si quelque chose sortait de ce salon-là. Et ce truc-là, d'abord, hypnotisé lui-même d'abord. Ensuite, il a pris dans le cœur et
il s'est senti libéré. Mais il a vu genre comme le truc entrait dans la chambre de sa sœur. C'est comme ça que le moment où il se lève pour aller genre appeler sa sœur que voilà ce que j'ai vu, il constate que sa sœur ne bougeait pas. Elle était vraiment inoptisée quoi. Elle avait juste les yeux écartés genre. Il essaie de secouer ça, il secoue ça, c'est pour sa sœur. Sa sœur revient maintenant. Après, elle m'a pleuré, dit, oh, on vient d'abuser de moi sexuellement. Mais son frère dit, mais qui a fait ça? Je ne vois pas un homme à côté de toi. Elle dit, effectivement, j'ai eu un mari de nuit au fait qui est venu m'abuser, abuser de moi au fait. Après, ils se sont quand même mis un peu à prier. C'est passé, ce jour-là est passé. La dame, sa sœur rencontre un monsieur. Dieu merci, il priait beaucoup. Donc, puisqu'il priait et chaque fois qu'il venait chez eux, sa grand-mère n'aimait pas vraiment ce gars-là. Chaque fois, c'était pas trop ça, la relation de son ami, son petit ami avec ce gars n'était pas trop ça, contrairement aux autres qui sont décédés. Mais lui, puisqu'il priait, il était déjà averti, en tout cas, c'était un homme déjà averti. Donc, c'est comme ça que quand ils ont voulu lancer l'esprit de mort là sur le jeune homme, son pasteur qui le suivait a rapidement vu. Et puisqu'il était taximan, le pasteur lui a dit, aujourd'hui, tel jour, ne sors pas avec ta voiture, peu importe ce que tu as, reste à la maison. Donc, il a garé le véhicule. Mais lui ne savait pas que c'était un truc qu'on achetait sur le véhicule, de telle sorte que même si une autre personne prend ce véhicule, ça pouvait se répercuter sur la personne en question. Donc, c'est comme ça que son beau-frère, donc le frère de sa chérie, lui demande le taxi pour aller tourner un peu, puisqu'il ne faisait rien en cette période-là. Il donne le taxi à son beau-frère, et en coup de route, il fait l'accident. Dieu merci, il n'est pas mort, mais il a perdu. Bon, on veut dire quoi? Il boite aujourd'hui, donc il y a un pied qui a été touché, quoi. Il y a un pied qui a été touché, mais il n'est pas mort. C'est comme ça qu'il est venu s'excuser auprès de son beau-frère. Oh, vraiment, je m'excuse, parce que si tu m'as vu garer le taxi ce jour-là, c'est parce que mon pasteur m'avait averti qu'il y avait un esprit de mort qui était jeté sur ce taxi et autres. Donc, mais moi, je ne savais pas que ça pouvait se répercuter sur une autre personne. Vraiment, je suis désolée. Et leur beau-frère leur a dit que cet esprit-là a été envoyé par votre grand-mère. C'est comme ça que le gars, le frère de Noël et de le brûler. Non, il décide d'abord de donner à un voisin. Après, il dit non, si je donne à un voisin, si réellement il y a un esprit dans ce sapin-là, ça peut également hanter les enfants de ce voisin-là. Donc, il décide de brûler le sapin. Quand il décide de brûler le sapin, d'abord même pour que le sapin-là prenne feu, c'était pas facile. Mais le sapin a pu prendre feu. Il voit maintenant Satan sortir là-bas en courant. Oh, je t'ai dit de ne pas sortir le sapin là. Si tu sors le sapin là, voilà ta grand-mère qui est en train de s'étouffer là-bas dedans. Si tu brûles le sapin là, tu vas tuer ta grand-mère. Elle s'étouffe là-bas à l'intérieur. Sous la peur ou la panique, c'est comme ça qu'il arrête le feu aussi sur le sapin de Noël. Il court rapidement, on amène leur grand-mère en réanimation. C'est comme ça que quand on l'amène en réanimation, elle se met à confesser que oui, c'est vrai, j'étais dans ce sapin de Noël-là et l'esprit que tu avais vu, la chose que tu avais vue, c'est moi qui téléguide normalement ça. Donc, sur ta sœur, j'ai jeté 3 esprits en elle, l'esprit de célibat dont elle va jamais se marier. Voilà pourquoi elle perdait toujours tous les gars qui tournaient autour d'elle. J'ai lui aussi jeté l'esprit de mari de nuit. Et l'esprit de mari de nuit, c'était le plus nerveux, le plus farouche au fait. Donc, genre, quand il y a un homme qui entre dans sa vie, l'esprit de mari de nuit se manifeste et même sans problème, il va créer genre la nervosité ou bien il va noircir le cœur du copain ou bien de la fille et ça devait toujours occasionner des disputes. Et le 3e esprit que j'ai jeté sur ta sœur, c'était l'esprit de jeune fille. De telle sorte que même si elle est vraiment âgée, tu vas toujours voir la dame genre comme si elle était une petite fille. Vraiment, elle est toujours la petite genre, vraiment comme une jeune fille alors que c'était déjà quand même une dame assez âgée. Donc, elle s'est confessée ainsi. Mais ses petits-enfants étaient déjà touchés. La fille, elle a dit, ok, comme c'est comme ça, moi je déménage donc, je préfère aller voir mon mari, au moins lui et moi, on va aller se cacher là-bas à l'église, essayer de prier pour voir si les choses vont s'améliorer. Mais son frère est resté jusqu'à nos jours, il est handicapé et sans travail, tout ça à cause de sa grand-mère. Donc, c'est triste, mais bon, ce sont les choses de la vie. Donc, interpeller vraiment que, au fait, le monde est tellement devenu compliqué, on ne sait plus vraiment à qui, ou bien, au fait, des outils même qu'on a chez nous, nous font même déjà peur. Donc, c'était un peu ça. À travers un outil, quelqu'un peut entrer dans ta maison, se manifester, détruire ta famille. Donc, acheter les sapins de Noël, c'est bien, mais il faut aussi prier. Il faut parfois prier sur vos sapins, les objets qu'on paie à la maison.
avant de les installer chez nous également. Même des appareils hein, ont pris pour ça. Nouvelle histoire, je vais vous raconter l'histoire de mon frère. Donc on va dire un peu, c'est les gens qui ne croient pas trop en la sorcellerie. Et en voulant trop essayer des choses, des parties, découvrir des choses qu'il ne fallait pas. Donc l'histoire a commencé déjà qu'on n'a pas tous grandi ensemble. Quand ma mère l'a eu, dès qu'il avait un peu 12 ans, elle lui a envoyé rester avec ma grand-mère et tout. Et ma grand-mère était une personne qui soignait les gens avec des choses indigènes, là, des trucs traditionnels et tout là. Donc elle gardait toujours, tu vois, ils ont leurs trucs, leurs potions, les trucs qu'ils font, ils donnent aux gens pour, tu vois, se traiter. Donc mon frère était quelqu'un de curieux. Donc ma grand-mère est partie, un jour elle est sortie, partie faire ses courses. Lui derrière, il est parti, comme il y a un bois chez nous là, au Gabon qu'on appelle le bois amer. Donc c'est un bois que seuls les gens qui sont initiés doivent manger en fait. Donc lui il est parti, il a mangé ça comme ça sans directive. Donc il a mangé, il a commencé à dire que ouais, il est venu nous dire que non, vous êtes toujours là, vous dites que oh, si on mange ceci, il y aurait ceci, il y aurait cela. Donc tout allait bien pour le moment, tu vois un peu. Et c'est quelqu'un, à la base c'était un danseur, tu vois. Il faisait les groupes de danse avec ses amis et tout. Donc peut-être 6 mois après, il a maintenant commencé à voir un peu des choses bizarres, tu vois. Le genre que tu marches avec lui va te dire, mais tu vois pas que le temps, regarde un peu le monsieur qui marche là, il est un peu bizarre. Un moment, je le regarde, il a une tête animale, un moment, tu vois, sa tête est normale. Il dit, ah mon frère, laisse-nous tes histoires là, peut-être tu es dans tes... Tu as peut-être fumé ou tu as peut-être bu quelque chose ou tu es dans tes trucs. Donc on négligeait ça. Donc au fur et à mesure, les choses ne faisaient qu'empirer. Après, ça s'est calmé un peu, peut-être après 6 mois, ça s'est calmé. Et voilà que on est tous remontés sur la capitale parce que ma mère voulait qu'on reste finalement ensemble. Et c'est là où vraiment les problèmes ont commencé. Donc lui et moi, on partageait le même lit, tu vois un peu. Donc un soir, on dort et tout. Je vois le gars, il se lève, tu vois un peu. Et il se met à me pisser dessus. Yeah, il me pisse dessus. Je sens que j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Puis je me mets à crier, tu vois. Je me mets à crier que, oh, maman, viens voir ce qui se passe. Je suis en train de me pisser dessus. Le gars, il se rallonge, DMG. Et moi, je suis là, dès que ma mère ouvre la porte, il s'est rallongé rapidement. Et je me regarde. J'étais mouillé. Mais après, je regarde. Je suis tout sec. Comme si rien ne s'est passé. J'étais d'abord que... Elle me dit, non, toi, tu racontes quoi? On était à me pisser. Après, on le réveille. Le gars fait comme s'il dormait. Tu vois un peu. Mais après, il se réveille. Il se met à sourire. Tu vois le genre de sourire un peu mesquin là, que les gens font. Comme si, pour te dire que... Il sait ce que tu as vu, vous savez ce que vous avez vu, mais tu vois, tu ne peux rien prouver et tout. Donc, ça continuait comme ça. Et maintenant, c'était quelqu'un déjà que... Il avait un truc, c'est que... S'il te dit qu'il doit avoir 200 000 aujourd'hui, il va avoir 200 000. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Mais c'est le genre que des gens vont venir lui donner l'argent. Tu vois, un peu des amis, des gens comme ça, des trucs comme ça. Donc moi, je disais que bon, peut-être c'est un truc, que c'est quelqu'un que les gens aiment beaucoup, tu vois. C'est bien et c'est tout et tout et tout. Et c'est quelqu'un, il communiquait au téléphone 24 hours. Tu avais le téléphone de quelqu'un que 24 heures sur 24, ça sonne. 24 heures, c'était même pas de nos jours où on va dire que ouais, il y a ces promotions et tout. Non, c'était à l'époque où tu devais mettre le crédit pour parler à quelqu'un et tout et tout. Mais lui, son téléphone, il avait toujours le crédit, il parlait toujours avec les gens au téléphone. Donc voilà, un matin, il était en train de parler au téléphone, bon, il dormait et tout. Bon, je sais pas s'il dormait, mais il était en train de parler au téléphone. Après, tout d'un coup, ses amis parlaient sur le téléphone. J'ai trouvé un peu ça bizarre. Il dit que son ami ne faisait qu'écrire son nom. Bon, je veux pas dire son nom. On va l'appeler Robert, tu vois. Il dit Robert. J'ai dit, après il dit, mais Robert, on est en train de taper le téléphone, pourquoi tu ne réponds pas? Le gars, il ne bouge pas. Donc il a les mains un peu vraiment fermées et serrées, tu vois. Donc il a pris la couverture. Tu as vu un peu genre quand tu as peur, tu veux te couvrir. Comment tu tiens la couverture? Donc il était comme ça en position là, il ne bougeait pas, il était compliqué. Après son ami me dit que, est-ce qu'il est comme ci, comme ça? Oh oui. Il me dit, oh, ces trucs ont encore commencé. J'ai dit, c'est quel truc que tu me parles, mon frère? Ok, ne panique pas. Cherche de l'eau et tu viens, tu lui verses. Mais quand tu vas lui verser de l'eau là, mec, sois-en sûr que tu restes à une longue distance parce que quelque chose va se passer. J'ai dit que, qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis pas dans ce genre de choses. Je vais appeler la mater. J'ai dit à la mater, bon, regarde-moi, ton fils est là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il ne bouge pas, il ne réagit pas, il est tout comme ça et tout ça, mais il respire. Oh non, c'est peut-être ces grimaces qu'il fait. Elle me dit, va réveiller ton frère. Il dit que non, papa, il va réveiller ton frère. Donc, et le genre, j'ai oublié de dire que le lit où on dormait, c'était un lit en étage. Donc, il était carrément au-dessus. Donc, j'ai dit, je vais quand même essayer. C'est qu'on m'a dit de partir verser de l'eau et tout. Donc, je prends une bouteille d'eau pleine et tout. Je viens comme ça, je le verse sur tout le corps. DMJ, la façon que le gars s'est levé, tu as vu le genre que, mais il a les yeux fermés, tu vois un peu. Il se lève, mais il avait le genre qui voulait bagarrer, il respirait comme si, tu vois, quand quelqu'un est en train de bagarrer là, tu vois un peu le truc. Il est en train de faire les gens comme quelqu'un en colère, quoi. Mais les yeux sont fermés, les poings sont pliés. Dès que je viens comme ça, je dis juste le petit, bon, tu fais semblant. Le gars, il me met un coup de pied depuis l'étage là où il était en haut du lit. Il me met un coup de pied, donc je tombe du lit. Au moment où je tombe du lit comme ça, le DMJ, il a sauté du lit là-bas, il est tombé comme dans les films d'action que tu vois. Le gars t'a soulevé, tu as vu le sommet du lit, c'était pas le grand, mais les petits lits en étage là. Si je t'ai dit qu'il t'a soulevé ça comme ça, il t'a plié 102. DMJ, comme tu comprends là qu'il a plié le lit en deux. Le sommier là, il a plié ça en deux. Dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à courir, je suis sorti. Voilà, maintenant j'ai appelé tout le monde. Maintenant ma mère aussi est venue voir. Je t'ai dit que le temps que je suis sorti, le gars, il a tout cassé dans la chambre. Donc on a maintenant appelé les tontons, mon beau-père, tout le monde est venu. Je te jure que comme tu vois dans les films, que quelqu'un vient, il te balance avec une main. Une personne qui a un gabarit comme ça, que mon frère était un mince, un skinny. Mais quand une personne qui est carrément vraiment costaud, vient comme ça, il balance la personne avec une main. Il a failli 6 personnes pour l'attraper. Un a pris un pied, l'autre a pris l'autre pied, l'autre l'a attrapé au niveau du torse, l'autre a pris la tête et ainsi de suite. Donc on l'a pris, on est parti le tremper dans une grosse cuvette d'eau. Donc il s'est débattu, après il s'est calmé. Donc dès qu'il s'est réveillé, il nous a expliqué maintenant un peu toute l'histoire, comme je t'ai dit, que ce qu'il a fait et tout, qu'il a mangé le bois et tout ça, et que depuis qu'il avait mangé ça, les choses avaient commencé à se manifester, il voyait des trucs et tout. Que quand il a ce genre de trucs, il voit des choses qui vont se passer. Et il a commencé à nous expliquer que, ceci, cela, vous avez remarqué que depuis que vous êtes dans la maison là, il a commencé à nous expliquer les problèmes qu'on avait, tu vois. Il ne vivait pas avec nous, mais il nous expliquait tous les problèmes qui se passaient dans la maison. Il nous disait que non, il y a des entités qui ne sont pas bien, qui sont dans cette maison, que la maison, le terrain où on a construit la maison, c'était un terrain où il y avait un arbre où les sorciers venaient faire leur tontine mystique. Tu vois, non? Et que ça les dérangeait que nous, on vienne rester là où ils faisaient leur mangement. Moi, j'ai d'abord dit que non, ce sont encore les trucs des films, que c'est seulement les trucs c'est du n'importe quoi. Donc tu doutes encore, un gars qui, tu dis qu'il a tapé les gens seul, tu doutes encore. Mais je me suis dit quand même que c'est peut-être une crise épileptique, tu vois un peu. Donc j'ai banalisé. Crise épileptique donne la force comme ça. C'est que l'épilepsie, ça va, c'est bien. Non, tu connais, j'ai quand même banalisé. Je crois encore une semaine après, il a encore eu la même chose encore démarré. Et le gars, il avait des cheveux un peu comme toi. C'est quelqu'un d'DMG. Je crois que pour avoir cette coupe que tu as, ça te prend au moins peut-être 1 an, voire 2 ans. Mais lui, c'est en 6 à 7 mois, ses cheveux, il avait des cheveux comme des femmes. Que ça pousse rapidement. Et il n'aimait jamais couper les cheveux. Donc c'est comme ça que ma mère a décidé de prendre les devants. On est parti, on a amené d'abord des pasteurs venir à la maison. Le gars, il se moquait des pasteurs. Il dit que tout ce que vous faites là, il n'y a rien. Que vous allez monter, vous allez descendre, il n'y a rien. Le gars est venu, on a prié sur lui, il s'est mis à rire. Il dit au prêtre que dès que tu as fini, tu me dis, je vais m'asseoir. Donc maintenant, ma mère est partie en marchant dans ses recherches. Elle a trouvé, c'est même à présent, c'est là où j'ai su qu'il y avait des prêtres, il y a des prêtres et des prêtres exorcistes. C'est pas la même chose. Donc on a cherché un prêtre exorciste. Et aussitôt qu'on l'a amené, le prêtre exorciste l'a regardé, là, assez mis à rire. Il dit, mon petit, ce que tu es en train de faire là, moi-même je te vois. Il a dit à ma mère qu'on les laisse les deux dans le bureau. Ces trucs ont encore déclenché. Il s'est bagarré avec le prêtre dans la salle. Donc il y a d'autres, des assistants des prêtres là, qui sont venus pour intervenir, et puis il a réussi à calmer la chose. Donc on a donné un programme de délivrance et tout pour qu'il doit faire les trucs. Donc voilà que on part maintenant à la séance de délivrance. Et je suis parti avec moi, mon jeune oncle. On est parti. Donc mon jeune oncle aussi, c'est quelqu'un qui aime draguer les femmes.
Donc, on est parti à la messe, il y avait des belles femmes comme d'habitude, tu vois un peu. Donc, le gars, il a commencé à draguer des filles à l'église et tout, et tout, et tout, et tout. Il a pris les numéros. Et après la fin de la messe normale, le prêtre a dit que ceux qui sont venus pour la messe peuvent partir. Ceux qui sont venus pour accompagner les gens, vous restez dans la salle. Et ceux qui sont venus pour les délivrances, allez-y vous changer. DMG. Toutes les filles qui étaient belles dans cette église étaient venues pour délivrance. Toutes les filles que tu voyais canon, comme quoi chacune avait ses problèmes. Mon oncle qui a pris les numéros, c'est directement mis à effacer le numéro. Il a dit que pardon, je ne veux pas des malédictions dans ma vie. Donc il a directement effacé. Donc c'est arrivé autour de mon frère. Le gars, il est parti. Première fois, il tombe. Parce qu'ils ont dit que tant que tu tombes, quand on prie sur toi, tu dois toujours revenir. Tu dois aller prier devant... ils avaient une grosse, une grosse statue de Jésus et tout. Donc tu dois aller prier pour te confesser et tout. Après, tu dois revenir. On l'a peut-être fait comme ça au moins près de 7 fois. Le gars est tombé. Et après la 8e fois, il n'est pas tombé. Maintenant, on rentre à la maison d'IMG. Le gars, il se met à rire, il se met à parler dans la voiture. Le prêtre là pense qu'il est trop malade. Des esprits qu'il a envie de faire sortir, il touchait le mauvais côté. Mais moi, je les ai envoyés dans mes cheveux. DMG, on s'est regardé comme ça tous dans la voiture. Dès qu'on est arrivé à la maison, j'ai fait le compte à ma mère. Ma mère, dès qu'elle est partie dormir, elle a coupé, elle a pris les ciseaux, elle a coupé tous ses cheveux pendant que le gars était en train de dormir. Et après, il est reparti dans la séance de prière et tout. Et puis, les choses se sont améliorées, tu vois. Il s'est détaché des trucs. Merci Seigneur et tout et tout. Donc, à présent, tout va bien pour lui, quoi. Donc, c'était ma petite histoire, quoi. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Voilà, j'avais une histoire à raconter. Il y avait des moments où on avait déménagé dans une autre ville, en fait. Arrivé là-bas, on connaissait personne. Mais c'était un quartier très très calme, le quartier où on était. Et il y avait une famille très gentille, voilà, qui sont venus se présenter à nous. Après, ils nous ont dit que si on a besoin de quoi que ce soit, on peut venir vers eux, qu'ils vont nous aider à voilà, mieux nous installer, etc. Truc du genre. Et vu que on venait d'arriver, on connaissait personne, ma mère me disait genre, d'aller me tresser là-bas. Donc, je peux dire, de temps en temps, je partais me tresser. Et quand ma mère se tressait aussi, la vieille demandait à une de ses petites filles de venir la tresser chez nous. Et quand ils organisaient des fêtes ou bien il y avait des cérémonies là-bas, moi je partais pour représenter ma mère parce qu'elle est un peu casanière, elle n'aime pas sortir. Donc c'est moi qui partais. Mais quand je pars là-bas, je remarque que les gens ne mangent pas en fait. À l'heure du repas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, surtout les gens qui habitent dans le même quartier que nous, nos voisins et tout. Mais quand il s'agit de manger, tout le monde commence à rentrer petit à petit. Genre, je pars chez moi, je reviens. Il n'y avait que moi qui mangeais. Moi, je mangeais beaucoup parce que je me disais, oui, il n'y a personne qui veut manger. Donc voilà, quoi. Je mangeais carrément, en fait. Et il n'y avait que moi et leur famille. Et voilà. Il n'y avait que des familles proches, en fait, qui mangeaient et moi. Mais les gens qui vivaient dans le quartier, ils ne mangeaient pas. Donc ça m'a semblé un peu bizarre. Mais bon, vu que j'étais voilà, plus jeune. Donc voilà, je ne me doutais pas de quelque chose, en fait. Mais un jour, ma mère était partie pour accompagner une de ses collègues, parce on était là-bas parce qu'elle devait travailler et tout. Une de ses collègues l'avait demandé de l'accompagner chez un marabout parce que voilà, elle avait des problèmes avec son mari. Après, ma mère est partie. Mais quand elle est partie, elle a dit qu'avant de partir, le vieux lui a dit que il faut faire attention parce que tu vis dans un quartier où il y a des gens qui sont pas nets, tu vois. Ta fille a l'habitude de les fréquenter de même que toi. Mais fais attention. Et il y aura aussi une fête qu'ils vont organiser. Ils vont amener de la nourriture chez toi, mais ne mange pas et ne fais pas manger à tes enfants. Ma mère, quand elle est venue, vu qu'elle ne croyait pas, elle n'a pas raconté ça en fait. Elle n'a pas raconté ça. Après, quelques jours après, genre sa collègue l'a redemandé de l'accompagner pour je sais pas pour faire quoi. Elles sont reparties là-bas. Après, le vieux lui a demandé est-ce que la fête a été organisée et tout. Ma mère lui a dit non. Donc, tout d'un coup, elle s'est dit carrément que le vieux, voilà, c'est un clochard, en fait. Elle raconte des choses qui sont pas vraies. Donc, quand elle est rentrée, mais quand elle est partie, pour accompagner son amie, les gens qui habitent dans cette maison sont venus nous amener un plat, en fait. Un plat de couscous avec la viande. Moi, j'adore la viande, en fait. Dès qu'ils sont venus, j'ai réceptionné le plat.
Normalement, je devais attendre que ma mère revienne pour que je lui dise qu'on nous a amené quelque chose, etc. Mais j'avais faim. Donc, automatiquement, j'ai commencé à manger. Mais j'ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé la viande, un peu de couscous. Après, j'ai arrangé le plat. Après, j'ai rien dit. Ma mère, quand elle est venue, elle dit à mon père que vraiment les marabouts sont des charlatans. Je viens de voir un marabout qui m'avait dit on allait nous inviter pour une fête, on allait nous amener de la bouffe et tout. Mais depuis lors, il ne s'est rien passé. Après, moi, j'étais là, je dis, ah, je lui ai dit, mais bon, pourtant, on t'a amené un plat aujourd'hui. Elle m'a dit, qui a amené le plat? Je lui ai répété que c'est la famille voisine, en fait. Elle m'a dit, où est le plat? Je lui ai dit, dans la cuisine. Elle m'a dit, purée. Donc, le marabout avait raison. J'ai dit, avait raison à propos de. Elle me dit, elle a vu que le marabout lui avait raconté, voilà, la scène, en fait. Je lui ai dit, ah bon? Après, elle me dit que voilà, parce que le marabout affirme que cette famille, voilà, elles sont pas nettes, ce sont des sorciers, etc. Tu vois. Moi, je me suis dit dans ma tête, purée, sur coup. Je lui ai dit, attends, mais c'est toi qui lui as parlé de la famille ou bien tout d'un coup, il a abordé le sujet. Elle m'a dit non, je lui ai rien dit. C'est la deuxième fois qu'il me répète ça. Aujourd'hui, quand il m'a dit ça, je me suis dit dans ma tête, tu es un charlatan parce que c'est rien passé. Après, je lui ai dit, mais si quelqu'un mange dans le plat, il va se passer quoi? Elle me demande, genre, tu as mangé dans le plat? J'ai dit non. Elle m'a dit, on va jeter ça. J'ai dit, ok, mais j'ai rien dit. J'ai commencé à transpirer. J'avais vraiment, vraiment très, très peur. Et vu que j'avais pas le droit de faire ça, je pouvais pas parler avec ma mère directement, en fait. Donc, je suis partie me coucher. Mais pour moi, c'était fini, que c'était vraiment mort. Quand je suis partie me coucher, j'arrivais pas à dormir. Et quand je me suis enfin endormie, après avoir fait des prières et tout, dans un rêve, peut-être genre psychologique, mais j'ai rêvé que cette famille, elles sont venues me récupérer chez moi, en fait. Et qu'ils m'ont amené chez eux, etc. Après, ils m'ont dit que je ne vais plus rentrer et qu'aujourd'hui, je vais leur servir de dîner. Peut-être c'est psychologique, mais bon, dans le rêve, j'ai paniqué. Et quand je me suis réveillée vers 5 heures du matin à l'heure de la prière, je me suis automatiquement dirigée vers la chambre de mes parents. Mais quand je devais passer par le salon pour accéder à leur chambre. Mais dès que j'ai ouvert la porte du salon, j'ai vu mon père en train de prier. Donc, quand il a fini, il m'a regardé, il a rigolé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé pourquoi tu t'es levée. Je lui ai dit rien. Il m'a dit, il faut pas mentir. Je lui ai fait un cauchemar. Après, il m'a dit, la prochaine fois qu'on nous amène de la nourriture aussi, n'y touche pas. Parce que si tu refais le même rêve, sache que je ne pourrai plus rien faire pour toi. Et je lui avais rien dit, j'ai rien dit parce que voilà, je n'avais pas le droit de faire ça, donc voilà, j'ai préféré me taire. Après, il m'a dit de rien raconter à ma mère, mais de faire attention à cette famille. Et c'est par la suite que nos voisins nous ont dit qu'effectivement, voilà, ils sont pas très très nets. Donc on a commencé à se méfier. C'était ça en fait. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, le nom que je n'arrive pas à prononcer là. Ok, donc bonsoir tout le monde, bonsoir DMG. Je suis venue raconter une histoire à moi, c'est un petit témoignage, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 1 an et demi environ. Donc j'étais en internat en France, hein, je tiens à préciser. Et il faut savoir que j'étais dans l'internat, ça faisait déjà un peu longtemps, ça faisait déjà 3 ans que j'étais là-bas. Donc j'avais déjà fait le lycée en fait. Et comme j'étais une ancienne et tout, j'ai eu le privilège d'être dans une chambre seule pour ma dernière année, pour mieux me concentrer sur mon bac, etc. Donc la première partie s'est bien passée, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, tout s'est bien passé, etc. Mais quand on est rentré à partir de janvier, j'avais vraiment délaissé la prière. J'étais plus du tout concentrée, vraiment, c'était vraiment grave, quoi. Donc, ce qui se passait, c'est que j'avais commencé à remarquer des choses bizarres qui se passaient dans ma chambre. C'est-à-dire que le matin, des fois, quand j'étais un peu en retard, je sortais, je faisais pas mon lit. Et quand je rentrais l'après-midi des cours, je voyais que mon lit était fait parfaitement. C'est-à-dire que les draps étaient pliés, mon lit était fait, tout était à sa place. Et ça m'a fait ça au moins 3 fois. Et j'ai jamais vraiment prêté attention parce que je me suis dit que c'était forcément les femmes de ménage qui le faisaient parce qu'il y avait des filles qui nettoyaient les chambres et tout. Mais ça m'a pas vraiment intriguée. Jusqu'à ce que je commence à faire quelques paralysies du sommeil et tout. C'est-à-dire que des fois, j'étais couchée
quand je faisais ma sieste, j'étais couchée et je me réveillais, mais j'étais entourée de noir. C'est-à-dire que j'étais dans un endroit où tout était noir autour de moi. C'est comme si mon corps ne bougeait pas, mais j'étais dans un endroit où il n'y avait que du noir. C'est-à-dire que c'est comme si mon âme me demandait de me réveiller, mais je n'arrivais pas à bouger. Et ça a resté comme ça pendant au moins 1 à 2 minutes. Et après, je me réveillais brusquement. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais partie en études. En fait, c'était comme un endroit où les terminales, on pouvait étudier. Et j'étais allée dans une salle toute seule. Mes amis étaient déjà partis en cours et tout. Du coup, moi, j'étais en train de travailler. Bon, après, je me suis ennuyée, je me suis endormie. Donc, quand je me suis endormie, j'étais couchée et je voulais me réveiller. C'est-à-dire que c'était l'heure d'aller en cours, je devais me réveiller. Mon réveil a sonné, j'entendais mon réveil, mais c'est comme je t'ai expliqué, sur cet endroit super noir, en fait, où je n'arrivais pas à me réveiller jusqu'à ce que j'ai fait une prière et j'ai pu me réveiller. Et ça m'a vraiment fait peur. Du coup, après, ce que j'ai fait, quand j'ai fini de manger, je suis rentrée en chambre et j'ai vraiment prié. J'ai prié. Tout ce que je pouvais faire, j'ai fait. Ensuite, je suis repartie en cours. Vers 16h encore, je suis rentrée dans ma chambre encore et je me suis couchée pour dormir. Et quand je me suis réveillée pour aller au réfectoire manger avec ma camarade, en descendant, en train de porter nos chaussures, elle me dit « Ah, mais tu as quoi sur le visage ?» Je dis « Comment ça, j'ai quoi sur le visage ?» Elle me dit « Ah, tu as une brûlure. » Je la regarde, je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien en fait. » Et effectivement, quand je me regarde dans le miroir, j'avais... Genre, c'est comme si la moitié de mon visage était brûlé. Genre, c'est comme si quelqu'un m'avait brûlé en fait. Et je lui dis, mais moi, j'avais pas ça tout à l'heure. Comment ça a apparu? Elle m'a dit, effectivement, ça fait peur. Il faut savoir que ma camarade, son père, c'est un marabout. Mais chez nous, les musulmans, quand on dit monsieur, c'est un marabout, c'est pas forcément un sorcier, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance dans la religion. Donc, ça veut dire qu'elle m'a dit qu'elle allait appeler son père pour demander ce que c'était. Donc, elle a appelé son père, on a discuté. Son père m'a dit que, en fait, il y a un djinn amoureux de moi et il essaie de me toucher. Et quand il m'a touché, comme c'est des êtres qui sont faits de feu, il m'a brûlé. Donc après, je suis partie le week-end chez elle. J'ai passé le week-end chez elle. Son père a beaucoup prié sur moi. On a fait beaucoup de prières et tout, des sacrifices et tout. Et la brûlure est partie le jour même. C'est-à-dire que quand le temps que la journée passe, la brûlure s'est estompée. Et c'était juste une petite histoire comme ça pour vous dire que vraiment c'est important de prier. Ne délaissez jamais la prière. Peu importe ce que vous croyez vraiment. Prier, c'est important. C'était un peu ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Tu dis ton nom comment? Tu peux dire Day Coco, Coco, tout simplement, c'est comme tu veux. Day Coco. Merci DMG, bonne soirée. Et toi? Bon, si je suis là ce soir, c'est pour raconter l'histoire de mon cousin. Bon, lui, il est né avec un don spécial, un don particulier. Donc, il arrive à voir un peu les trucs un peu mystiques, ou bien les trucs qui vont se réaliser en fait. Lui, dans la famille, là, c'est lui qui rêvait. Il rêve qu'un crécheur doit arriver. Il rêve, il voit. Maintenant, il n'avait pas de sagesse. S'il a rêvé, par exemple, que on doit, par exemple, les sorciers doivent tuer quelqu'un là. Au lieu de, il n'avait pas la sagesse en fait. Il se lève et puis commence à parler comme ça. Oh, toi là, faut prier, faut prier. Bon, c'est dans ça, un jour, on lui a dit, les gens lui disent, on dit, ah, toi, ton don là, quand tu n'as pas la sagesse, quand tu vois le truc comme ça, où ça, tu sais que, tu as rêvé, tu as vu les sorciers ils veulent tuer quelqu'un là. Faut pas venir crier ça comme ça. Faut approcher la personne. Tu lui parles doucement. Tu essaies de trouver la bonne manière. De toute façon, tu cries là. Et si les sorciers entendent ça, toi-même, tu vas te faire quoi? Donc, c'est dans ça. Un bon jour, il a rêvé. Il rêvait. Il était en classe d'examen même. Il était en terminale. Il a rêvé que des personnes sont venues lui verser les trucs dans les yeux. Quand il s'est réveillé là, le gars ne voyait plus en fait. Il dit la famille c'est devenu problème. On cherchait les médicaments. On allait. Le gars ne voyait plus. On dit ça avec quel problème? Donc on allait voir, demander. On dit non. On nous a dit que lui là, il a un don, mais il ne sait pas utiliser son don avec sagesse. C'est pour ça que les sorciers là l'ont rendu aveugle. Comme c'est lui quand il voit, il n'a pas la manière de dire là. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu aveugle. On va voir comment il va faire maintenant. Donc ils l'ont rendu aveugle, on allait partout. C'était en vacances, on a fait tout, on a fait la ville, on a fait Korogo, on a fait là-bas, on n'a pas pu, on est venu à Abidjan. Après ça a commencé à aller un peu. Il voyait mais quand il peut pas s'asseoir pour étudier, je crois qu'il n'a pas eu son examen. C'est un jour, on est allé à une veillée de prière. Nous étions allés à une veillée de prière. Et puis, le pasteur a dit qu'il y a quelqu'un ici qui ont versé quelque chose dans ses yeux. S'il pouvait se déclarer. Donc, il s'est levé, il a déclaré. Et ça, ils ont prié et puis la maladie est passée.
Depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, il est resté tranquille. Quand il voit quelque chose là, il prie. Il ne se lève pas pour crier sur tous les toits. Donc, moi, je dis, c'est que la moralité, c'est que lorsque tu as un don là, que le don là soit accompagné de sagesse en fait. Que ton don là soit accompagné de sagesse. Sinon, ça peut te créer de graves problèmes. D'accord, merci pour l'histoire. J'ai vécu un truc comme ça. J'avais un ami qui était décédé. Et lui et moi, on avait causé un mercredi. Et le jeudi nuit, vendredi nuit. Et ils ont tiré sur lui, au fait. Il était dans le champ de son grand-père, comme ça, les manœuvres. Ils ont cru que peut-être c'était un voleur, tout et tout. Ils ont tiré sur lui. Et il est mort. Tellement ça m'a fait mal. Je me promenais, moi seul, j'étais dans la rue comme ça, je disais son nom, je pleurais, En fait, ça m'a fait comme si je délirais, en fait. Et après, le même jour, dans la nuit, je dormais. Non, c'était pas dans la nuit même, c'était en journée, parce que le juge avait fini de travailler en journée, on m'avait dit ça. Et je dormais. Je l'ai vu dans mon rêve et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça là? C'est quelle histoire de truc? C'est quoi tu as fait? Et le jour là, je remontais, j'étais au village. Bon, j'étais en Italie quand je faisais le rêve, mais c'est du village. Je remontais, il a attrapé mon sac à main et il avait le sang sur le côté de la tête. Et je lui demandais, mais pourquoi tu as fait ça? C'est la manière dont tu t'es comporté. Tu as fait, ils t'ont tué. Bon, tu es mort comme ça. Il me dit, non, mais c'est rien. Ce que tu es en train de dire là, c'est rien. Et on marchait ensemble. Après, je me suis réveillée. Donc, à chaque fois que je pensais vraiment à lui, je le voyais dans mes rêves. Et une fois, je l'ai vu, il est venu. J'étais dans la chambre, il a apparu. Il était assis devant le miroir. Moi, je voyais mon reflet, mais lui, au fait, je ne le voyais pas dans le miroir, mais il était assis devant moi. Et il me demandait, mais tu veux qu'on soit toujours amis? Si moi je veux, il va venir toujours me rendre visite, tout et tout, que voilà. Je lui ai dit non, mais il y a pas de problème. Si tu vas venir me rendre visite, il n'y a pas de problème, je peux accepter. Mais si c'est pour venir m'effrayer, peut-être venir à chaque fois me faire peur ou bien truc, ça ne sert à rien, je n'accepte pas. Et quand je lui ai dit ça, après ça, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai plus vu même dans mes rêves, je ne l'ai plus vu nulle part jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était pour confirmer un peu cette histoire de rêve quand la personne meurt. Et ça m'est arrivé, il y a 2 personnes comme ça. Et à chaque fois, je pensais. Lui, par contre, quand j'ai fait ce rêve, je lui ai dit non, si c'est pour m'effrayer. Je suppose que c'était pour un truc comme ça. Parce que quand je lui ai dit ça, après, je ne l'ai plus revu. Mais il y a un autre grand frère, lui, par contre, à chaque fois que je pense à lui, à chaque fois que je le voyais dans mes rêves. Donc après, il y avait mon père spirituel qui me disait que non, voilà, il ne faut plus penser à lui. Quand c'est comme ça fatigue la personne. Ça ne sert à rien à chaque fois de penser à la personne, la voir dans tes rêves, c'est pas bien. La personne ne repose pas en paix, qu'il faut la laisser partir. Et puis bon, après, j'ai essayé d'oublier. Bien vrai, même jusqu'à présent, quand je pense à lui, ça me fait vraiment mal. Il est mort, tout et tout. Mais quand je pense trop à lui, je le vois dans mes rêves. Donc à la fin, j'évite de penser à lui. Par contre, l'autre, je ne l'ai plus jamais revu. Peut-être c'était pour venir m'effrayer et tout, mais bon. Après, je lui ai dit non, si c'est pour m'effrayer, c'est pas la peine. Après, je ne l'ai plus revu. Même dans le rêve, j'ai plus vu. Donc voilà, c'était pour ça que je suis remontée. Merci beaucoup, Ka Blanc, pour ta deuxième histoire. Ok, merci à toi aussi. Affaire de rêve là. Pour moi, c'était quoi? Quand mon grand frère était vivant, tellement il m'aimait dans son vivant. Donc c'était le genre, il était sa petite soeur préférée. Donc le genre, si quelqu'un m'a fait quelque chose là, hey, tu vas le porter sur son dos. Malheureusement, il est mort. Quand il meurt donc, des mois après, tellement sa mort m'a touché comme ça. J'ai dit, chaque jour, je rêvais de lui, chaque jour. Et le rêve, c'était quoi? J'étais toujours devant, il est derrière moi. Donc je marche. Quand je dors comme ça, il vient, il toque sur la porte. Un genre comme réel, non? Je dors, je comprends sur la porte, tout toc toc. Comme mon petit nom c'est Mami, il m'appelle Manu. Faut te lever, on va aller marcher.
Moi aussi, je me lève. Je commence à marcher. Je suis devant, il est derrière. Genre comme gardien. On ne fait rien, je marche seulement comme ça. Maintenant, c'est devenu bizarre. Ça a commencé à faire quand je dors à une certaine heure, comme minuit, 1 heure. Je sens un parfum fort. Tellement fort qu'il me réveille. Je ne sais pas d'où le parfum vient. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas qui a payé. À une certaine heure de la nuit que je suis dans un profond sommeil. C'est comme ça donc un jour, toujours vers 4, 5 heures comme ça là, je rêve donc qu'il est en train de me poursuivre. Là maintenant, ce n'était plus que mon grand frère, mais c'est mon grand frère qui est en train de me poursuivre pour m'attraper. Je cours, je suis tellement fatiguée. Après, désolée, hein, j'ai aussi perdu mes parents. Donc je vois mes parents de loin. Quand je les vois de loin, j'écris papa, 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 papa. Je viens, j'embrasse mon père comme ça, qu'il est décédé. Je l'embrasse comme ça, vroom. Tout ça, c'est dans le rêve. Ma mère se tourne, elle me regarde. Elle me dit, il y a quoi? J'ai dit à mon père que pardon, voilà mon frère qui est en train d'arriver. Voilà, j'ai appelé son nom. Voilà qui est en train de venir. Pardon, dis-lui de me laisser tranquille. C'est quoi? Mon père, maintenant, se tourne. Il commence à parler avec lui. Mon père lui dit que laisse l'enfant là tranquille. Tu veux quoi? Maintenant, il fait semblant de partir. Mon père me dit aussi, laisse, rentre à la maison. Me voilà, maintenant, je tourne le dos pour partir. Quand je me retourne encore, je vois comment mon grand frère est encore en train de me poursuivre. Maman, la course de ça. Je cours. C'était comme si on attachait mes pieds, papa. Hey! Après un moment, je suis tombée broup au sol. Seigneur. Je tombe maintenant, le voilà qui est en train d'arriver. Je te jure, je ne sais pas s'il m'attrapait, je mourrais, je suis sûre. J'ai commencé à crier, je ne peux pas bouger. Il venait. Voilà, maintenant, j'ai une maman au quartier. La maman là. Puis un coup, je vois la mère là venir. J'ai dit, maman, viens, pardon, maman, viens. Elle m'arrête. Elle dit à mon frère que si tu es garçon, non, il faut venir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Mon grand frère est resté comme ça. Genre, il venait me chercher. Donc, il était fatigué de m'accompagner. Il venait maintenant que me prendre en vrai alors. Eh, papa, 6 heures du matin, je me suis levée. J'ai pris la route. Comme ma maman là aussi, elle est soignante. Donc, elle fait dans le traduit, comment on appelle nous là? Elle traite, non. Donc, je suis allée chez elle. Il dit 6 heures du matin. Je suis allée là-bas, j'ai toqué. Elle a ouvert, elle me demande, c'est quoi tu viens le matin? Elle dit, j'ai fait le rêve comme ça, que c'est toi qui étais en train de me sauver. Directement, elle m'a fait le remède là, je suis partie. Quand je suis partie, je suis d'abord arrivée à la maison. On m'a mis au feu. Maman m'a mis au feu, donc elle m'a demandé de parler, tu vois un peu, non, la fumée monter, de prier. Donc tout ce que j'ai dans le cœur de parler, je dis qu'il ne doit plus me poursuivre et tout. Je suis partie. Le mois là, j'ai dormi sans problème. 1 mois est passé. Le mois qui suivait, je le vois encore. Il est en train de... Là maintenant, il était en train de construire. Il faisait dans la maçonnerie. Il était en train de construire. Moi maintenant, je viens vers lui. Je le vois, j'appelle son nom. Christian, pas son nom. Je l'appelle. Quand il me voit, la réaction de ça, tu sais ce qu'il dit? Yeah! Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qu'on a versé sur toi comme ça là? Tu sens mauvaise. Ne viens plus jamais à côté de moi. Tu as compris, non? Dégage. J'ai dit, il m'a chassé, papa. Tout ça, c'est le rêve. Oh. Tout ça, c'est dans le rêve. Je te jure. Je reste comme ça, je dis, c'est mon grand frère qui me chasse comme ça là. J'ai tourné mon dos, je suis partie. Un coup, je me suis réveillée. J'ai appelé la mater. La mater me dit que c'est bon. Il ne peut plus jamais s'approcher de toi. C'est bon comme ça là. Papa, le rêve. Directement. Ma femme dit, mais toi, avec
ton live de 0 heure là. Ils sont en train de t'envoyer. Ok, madame est où? Elle va venir du bonjour aussi. Madame, elle parle pas dans le live. Hein. Ah bon, hein? Elle a déjà dit que, avec moi là, que tu risques d'entendre toutes les histoires de sorcellerie qui se sont passées au Bénin. Bon, l'histoire même que je vais te raconter, c'est dans sa famille que ça s'est passé. Bon, j'hésite entre deux histoires, hein, entre la femme Python et l'histoire de sa grand-mère. Donc, on va prendre d'abord l'histoire de la femme Python et puis l'histoire de ta chérie. D'accord. L'histoire de la femme Python, c'est une dame, je vais dire une jeune, bon, on va dire Sugar Mami, parce que c'est plus une jeune dame comme ça, c'était une dame déjà qui était dans la soixantaine, mais qui n'avait pas eu la chance d'avoir un mari bon. En vrai, elle était toujours déçue, elle a été toujours laissée tomber, toujours trahie sentimentalement, ça ne marchait pas. Donc, elle a décidé de faire recours à la tradition africaine. Et dans cette requête, elle voulait quand même trouver un mari et avoir un enfant, parce que jusqu'à son âge, elle n'avait pas d'enfant aussi. Donc, elle voulait avoir les deux pour que la vie soit rose. Quand elle est partie, et voir le féticheur, je vais utiliser le terme féticheur, le féticheur lui avait fait quelque chose et lui avait demandé de récupérer le sperme du premier homme qu'elle va croiser après avoir quitté. Genre, je te fais le truc. Si tu quittes chez moi, le premier homme qui sera intéressé par toi, tu me ramènes son sperme. Et c'est avec ça, on va te faire le truc. Donc, effectivement, elle a pris le truc, elle est partie. Elle a utilisé le truc, effectivement. Il y a un monsieur qui est tombé sur son charme et tout. Ça, l'histoire est vite partie. Dans le même soir, ce qui devait se passer s'est passé. Donc, elle a récupéré le sperme du monsieur qu'elle a ramené chez le féticheur, comme convenu. Donc, le féticheur a pris le sperme pour lui mélanger ça avec des colas, avec un sacrifice d'un animal là, que je ne vais pas dire. Mais c'était, tu vois les petits colas là, qu'on utilise lors de la dot. Et elle était censée manger ce cola-là les matins pour faire ses vœux. Quand elle a commencé, tous les hommes avaient les yeux braqués sur elle. Tout le temps, c'est les hommes, tout le temps, c'est les hommes, tout le temps, c'est les hommes. Elle était revenue encore se plaindre au monsieur pour dire au monsieur que les hommes courent après elle, mais que les hommes ne lui donnent pas de l'argent. Elle veut que les hommes lui donnent beaucoup, beaucoup d'argent. Le monsieur a dit, ok, j'ai un fétiche ici. Je vais te faire quelque chose avec ce fétiche et tous les hommes qui vont coucher avec toi vont te donner l'argent que tu veux. Mais en bas de ça, il y avait quelque chose qu'elle ignore. C'est que le fétiche en question, effectivement, c'était un fétiche python. C'était un fétiche python. Même ici au Bénin, on a le temple de la case des pythons ici. Donc le monsieur lui a fait le truc. Et ce truc que le monsieur lui a fait, c'était avec du python vivant qu'ils ont fait ça. Le monsieur avait égorgé le python, avait récupéré le sang et lui avait fait un bain avec. Tu me suis? Oui, je te suis. Voilà. Donc, après le bain, les trucs sont partis d'une autre ampleur et elle avait commencé, elle ne trouvait plus les hommes de sa génération, mais elle trouvait plus les jeunes, les jeunes quoi, les personnes qui étaient dans la trentaine, 25 ans, 30 ans, mais qui avaient les moyens. Les jeunes donnaient l'argent, mais elle a remarqué que à chaque fois que quelqu'un était intéressé par elle et que ça marchait jusqu'à ce qu'ils arrivent à coucher ensemble, la personne meurt. 7 ou 8 jours après, elle attend jusqu'à ce que cette personne est décédée. Au début, elle avait pris ça pour un hasard. Elle s'est dit, mais pourquoi c'est les personnes qui veulent mourir très tôt sur qui je tombe? Elle n'avait pas encore prêté attention pour savoir que c'était elle le problème. Mais elle avait commencé par gagner l'argent parce que chaque fois qu'elle couchait avec un homme, dans la semaine qui va suivre, il y en avait beaucoup d'autres qui lui donnaient de l'argent. Donc,
vu avoir le dégât que ça créait, a constaté que chaque fois qu'elle couchait avec une personne, avec quelqu'un, une semaine, la personne décède, elle est retenue encore voir le même féticheur. Et elle explique au féticheur que, ah, voilà ce qui se passe. Le féticheur lui a dit. C'est là le féticheur lui dit que c'est normal, parce que le python qu'on a tué pour te faire le rituel, le bain, le bain qu'on t'a fait, le python, c'est un python mystique, et puis c'est censé tuer les gens qui te donnent l'argent pour te donner de la chance. Chaque âme qui va coucher avec toi va mourir, et leurs âmes vont te servir à attirer d'autres hommes qui ont l'argent. Parce que tu m'as dit que tu veux devenir riche. En son temps, effectivement, quand le truc avait commencé à prendre de l'ampleur, elle avait gagné l'argent jusqu'à ce qu'elle s'est acheté un terrain et elle prévoyait construire. Quand elle a commencé par constater les décès brutaux, donc elle a dit au monsieur, au féticheur, que j'étais venu te demander de m'aider à trouver un mari, un enfant et à gagner de l'argent, mais je t'ai pas demandé de m'aider à tuer les gens. Le marabout lui a dit, tu es déjà rentré dedans, donc tu ne peux plus sortir. Tu es déjà dedans, on t'a mis dedans, donc c'est fini. Elle a supplié le marabout, que le marabout change le sort. Le marabout a dit non, c'est faisable, il n'y a rien à faire. Elle est partie. Donc, elle est allée, quand elle a quitté là, elle est allée ailleurs, chez un autre monsieur. Et ce monsieur qu'elle est allée voir, c'est aussi un féticheur, en quelque sorte. Mais ce monsieur lui a dit que le python était dans son bas-ventre, en fait. Le python qu'ils ont sacrifié pour la faire le rituel, que le python a intégré son corps. Et que la bouche du python se trouvait dans sa partie génitale. Ce qui fait que tous les hommes qui couchaient avec elle perdaient leur vie parce que c'est leur vie qu'ils donnaient pour qu'elle puisse avoir de la chance. Mais que la solution que lui peut trouver, que lui va faire quelque chose pour le désenvoûter. Mais cette chose qu'il va faire pour le désenvoûter, c'était de coucher avec elle. Voilà des gens de traitement que moi je ne vais jamais faire, même si j'en ai, je ne le ferai pas. Il s'est couché avec la personne avant qu'elle guérisse, qu'elle meure. C'est tout. Donc, vu que la femme cherchait une solution, elle avait accepté. Et lui, à son tour, il était allé payer la tête d'un bois, paraît-il, avec lequel il a calciné le tout avec certaines choses et tout. Et il a passé ça sur son partie génitale aussi. Et il a commencé à coucher avec la femme régulièrement. Un jour, ils étaient en plein débat quand il a fait une crise sur la poitrine de la femme et puis il est décédé. Lui-même qui voulait guérir la femme du sortilège, soi-disant diabolique. Voilà, là même, c'est sur la poitrine de cette femme même que lui est décédé. Je crois 3 fois, 4 fois après avoir couché avec la femme, soi-disant que c'est comme ça qu'elle allait se débarrasser de ce python qui était dans son ventre. C'est comme ça, l'affaire est sortie, l'affaire est éclatée. On a demandé à la femme qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui vous a amené à coucher ensemble? C'est là, la femme a ouvert la bouche, elle a raconté qu'elle était allée voir un certain marabout à tel endroit qui était renommé de tel nom, et que c'était lui qui avait préparé cette portion pour elle, mais que ça devenait de trop parce que les gens mouraient. Et comme elle était à la recherche d'une solution, elle était venue voir ce dernier, et ce dernier lui avait proposé de coucher avec lui par une poudre magique qui était faite avec la tête d'un bois, parce que le bois était plus grand pour avaler le python. Donc c'est un combat spirituel qui allait se faire, et que c'est comme ça, c'était le 3e ou le 4e rapport, c'est comme ça qu'il est décédé, alors que c'était censé être cette fois qu'ils allaient coucher ensemble pour que le python qui est en elle meure. Les sages de l'instant ont pris connaissance de l'histoire. Donc, ils ont conduit la femme chez le féticheur en question qui lui avait fait le premier rituel. Ils l'ont conduit là-bas. Et ils sont allés voir le monsieur pour lui demander aussi sa version. Le monsieur a dit que lui, il était chez lui tranquillement. Quand la dame est venue, il avait demandé de la chance. Et qu'il lui avait donné la chance d'avoir un homme dans sa vie et un enfant.
Et que cette même femme est revenue pour lui dire que les hommes ne lui donnent pas de l'argent. Elle veut que les hommes lui donnent beaucoup d'argent. Bon, la solution qu'il avait à sa portée, que c'est ça qu'il a proposé, qu'elle avait accepté. Les sages qui ont amené la femme ont dit, ok, maintenant, elle dit qu'elle ne veut plus du sort. Qu'est-ce que tu peux faire? Le féticheur dit, elle n'a qu'à continuer jusqu'à ce qu'elle va tomber enceinte. Quand elle va tomber enceinte, elle va m'amener son enfant qui va rester ici et qui va prendre le relais de ce que je fais. Quand je vais décéder, son enfant va prendre le trône. Le jour où son enfant va succéder à mon trône, les gens vont arrêter de mourir dans sa main. C'était la remède. Déjà, on s'imagine le nombre de décès qu'elle va encore créer jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, mettre un enfant au monde qui va atteindre l'âge adulte d'apprendre certaines connaissances traditionnelles jusqu'à ce que ce dernier meure pour que l'enfant succède à son trône. Donc, c'était ma première histoire mystique. C'est quelque chose aussi, j'aimerais dire aux hommes qui sont attirés par surtout les sugar mommy. Vous dites parfois, c'est une sugar mommy, elle a l'argent. Et bizarrement, c'est la nouvelle tendance maintenant, les sugar daddy, sugar mommy, là, c'est normal. Oui, ça fait beaucoup de ravages ici au Bénin. Hein. Les sugar mommy, surtout les sugar daddy de Nigeria, là. Ils vont te prendre tout de suite pour faire savoir de chance. Merci pour la première histoire. Deuxième histoire maintenant, celle de la grand-mère à madame. Voilà. La deuxième histoire, c'est une histoire qui s'est passée dans la famille de madame. Et cette histoire a commencé quand la maman, je vais dire son arrière-grand-mère est décédée. Parce que c'est une initiée qui avait des colliers, des pelles que tu vois ici, quand tu es initié, il y a des pelles initiatiques que l'on te remet pour que tu portes. Donc, quand elle est décédée, normalement, il y a une autre personne qui devait prendre le relais et pour que les divinités continuent de travailler. Donc, cette personne qui a été choisie allait à l'église. Elle est évangéliste. Elle avait refusé qu'elle n'allait pas prendre la place de sa mère et tout. Donc, c'est resté comme ça. Je crois 10 ou 15 ans après le décès de la concernée, beaucoup d'enfants ont commencé par mourir subitement dans la famille. Des enfants, des jeunes, hein, des enfants de 9 ans, 10 ans, 12 ans, juste des crises, ils font des crises à midi comme ça et puis bof, ça part. En 1 mois, ils avaient perdu pas mal d'enfants dans la famille. Ça avait commencé par sonner mal aux oreilles parce qu'on disait, mais est-ce que c'est quel genre de sorcellerie qui est venu frapper à la porte comme ça dans la famille? Donc, c'est comme ça ils sont allés chercher. On les a fait comprendre que il y a une défunte dans la famille, il y a son trône qu'ils ont laissé vide. Que ce trône qui est vide, si elle ne se fait pas remplacer, que beaucoup de têtes vont servir à la nettoyer de poussière. Beaucoup de sang vont couler à la nettoyer de poussière. D'accord? C'est quel trône? Parce qu'il y avait 3 trônes au total. Il y avait le trône de la dame en question, qui était la reine de la famille, de leur famille. Et il y avait son père à elle, qui était le chef de collectivité. Mais les 3 trônes étaient vides au fait. Parce que elle, de son vivant, vu qu'il n'y avait pas de remplaçant pour occuper les 2 trônes, c'est elle qui faisait le travail des 2 autres trônes, plus elle, ça faisait 3. Ils ont cherché, ils ont dit, c'est la dame là. C'est votre maman là. Ils ont dit, ok, on va chercher qui? Le phare avait précisé en son temps que la personne qui était choisie pour rester sur ce trône ne taille pas d'importance à ses ancêtres. La personne est rentrée à l'église et tout. Mais tant que cette personne ne va pas accepter de prendre le trône, les décès vont continuer. Ça va partir des plus petits jusqu'à ce que ça rentre dans les plus grands. Parce que c'était comme si le trône était vide
il y avait de la poussière. Donc, il fallait du... Chez nous, on dit les ancêtres ne prennent pas de l'eau pour nettoyer leur trône. C'est avec du sang qu'ils le nettoient. Quand vous ne leur donnez pas de la vache, c'est vous qui allez remplacer la vache. Donc, ils sont allés faire appel à la personne qui a été choisie, qui a été désignée pour rester au trône. Elle avait insulté tout le monde. Elle avait dit à tout le monde que non, qu'elle ne peut pas laisser son Jésus pour venir rester dans le satanique, que chacun donne sa vie à Jésus. On a dit, ok. Ce qu'on te dit, ça n'a rien de satanique. On ne te demande pas de venir verser de l'eau sur les fétiches. On te demande juste de venir assister à la cérémonie là, pour qu'on te mette sur le trône. C'est tout ce qu'on veut. Même si tu ne veux pas pratiquer les rituels là, viens quand même pour qu'on te fasse ce qu'il faut. Elle a refusé. Tantôt, les enfants tombaient malades dans la maison, dans la famille. Hein. Les enfants tombaient malades parce que c'était une grande cour familiale. Chez nous, on les appelle des grandes collectivités. Tantôt, les enfants tombaient malades. Donc, tout le monde courait dans tous les sens pour protéger son enfant. Un mois après, c'est sa fille à elle-même qui refusait de prendre le trône de la grand-mère qui est décédée. Alors que celle qui vient de perdre sa fille, c'est la petite sœur au papa de ma femme. Donc ça l'a frappé. Déjà, quand l'enfant est tombé malade, l'enfant était malade, ils avaient appelé l'enfant à l'église, ils étaient en train de prier. Le pasteur lui avait révélé que c'était l'œuvre du diable et que la prière allait régler le problème. Ils ont prié, ça n'a pas marché. Ils sont allés voir des prêtres exorcistes, ils ont fait de l'exorcisme pratiqué, ça n'a pas marché. Désolé. Donc, quand l'enfant est décédé, elle est rentrée au village par colère. Et quand elle est venue, elle a ramassé les colliers, elle était allée là où il avait les colliers, le trône en question dont on parle, parce que les trônes chez nous, c'est des petits tabourets, mais qui sont très sacrés. Si tu t'amuses avec ça, ça va te tuer tout de suite. Elle a pris la chair, le petit tabouret, le collier de sa grand-mère, et tout qu'elle a amené sur la tombe de sa grand-mère, et elle a brûlé ça. Sur la tombe de sa mère, hein. Soit disant que c'était son pasteur qui lui avait dit que c'était les choses pour lesquelles sa grand-mère se vengeait. Si ça n'existe plus, que sa grand-mère n'aura plus de pouvoir. Quand elle a commencé par brûler le truc, tout le monde était là comme ça, tout le monde la regardait. Pire encore, tu vas brûler le truc sur la tombe de la personne. Ce qui fait mal dans cette affaire, cette grand-mère dont on parle en question, c'est une personne qui a œuvré pour la paix. Parce qu'il paraît qu'en son temps, les petits-enfants qui naissaient dans la famille étaient mangés par la sorcellerie. Donc cette grand-mère en question était obligée d'aller s'initier à une autre sous forme de sorcellerie pour protéger son camp, c'est-à-dire pour protéger la famille. Donc si quand qu'en soit ton niveau de sorcellerie, tu ne pouvais pas prendre quelque chose dans la maison. Donc tout le monde connaissait la vieille là de cette réputation. Il paraît que certaines personnes même l'ont surnommée la Diesel, la femme Diesel. Si tu es sorcier, tu tentes de manger quelque chose dans sa maison, c'est toi qui vas prendre, c'est toi qui vas partir. Donc, après des années que le trône est resté vide, c'est comme si les gens sont commencés par trouver l'opportunité de sévir dans la famille. Il y avait beaucoup de désordres qui passaient. Donc, elle voulait quand même fermer le trou. Donc, elle a fini de brûler. Personne n'a rien dit. Elle a brûlé, elle est partie. Quand ils ont éteint, bon, il n'y avait plus grande chose à récupérer. Donc, ils sont allés consulter, on les a dit. Le phare les a dit que non, de ne pas s'inquiéter, que rien ne va arriver. Et le père de mon beau-père disait que, hey, c'est pas ici, on a consulté, c'est elle qui a réclamé qu'on mette quelqu'un sur le trône. Voilà, celle qu'elle veut mettre sur le trône, là, elle est venue brûler, on vient consulter, tu dis que rien ne va arriver. Cette histoire n'est pas claire. Rien ne va arriver là. Ce qui va arriver, mais plus même lourd. Donc, mon beau-père, lui, il avait trouvé ça un peu bizarre qu'on consulte. Et puis la caméra dit que non, rien ne va arriver. Il dit non, cette histoire-là, ce n'est plus clair. Ils sont allés chez les Célestes, parce que les Célestes, ils font les visions. Ils ont fait la vision là-bas. Le Céleste les a regardés et dit que, est-ce que là où vous êtes là, vous voulez mourir ou bien vous voulez vivre? Et c'est là mon père a demandé, mais pourquoi tu me demandes si on n'a qu'à choisir entre vivre et mourir? Et la dame qui leur faisait la vision dans l'église les a dit, vous avez fait quelque chose, et cette chose que vous avez fait là va manger beaucoup de choses, parce que vous avez attiré le regard de la sorcellerie dans votre famille. Ils ont demandé à la dame qui faisait la vision s'il y avait une autre solution. La dame a dit non, qu'elle ne maîtrise pas ça. Mais qu'il fasse recours aux personnes qui ont l'habitude d'initier les gens sur le trône. Ils sont retournés, ils ont quitté le Céleste, ils sont retournés à Abomey
chez eux là-bas pour chercher. On les a dit d'aller au Nigeria, à Oyo. Une fois là-bas, sur place, on les a dit qu'ils avaient plus. Une fois que le tabouret a été incendié, on ne peut plus faire quelque chose. Jusqu'à là, c'est comme ça. Mais ce qui est bizarre, ce qui est vraiment bizarre, quand on dit rien ne va arriver, depuis lors, personne n'est plus décédé. Hein. Mais personne dans la famille n'a prospéré. Quand je dis prospérer là, aucun d'entre eux n'a pu acheter briques, n'a pu payer le ciment pour construire une maison. Je te dis aucune, il n'y en a pas. La plupart, si tu rentres dans leur maison, c'est encore plus pire, même ceux qui sont à Cotonou, hein. Même ceux qui sont à Cotonou, ceux qui habitent à Cotonou ici, c'est pas l'argent pour acheter le terrain qui leur manque, mais une fois qu'ils achètent pour s'installer, c'est un problème. Ceux qui font même l'effort de commencer une fondation, ça reste toujours inachevé. Et quand ils courent dans toutes les sens, on leur dit que la façon, celui qui est venu brûler le trône là, qu'il aille chercher le rang des ancêtres qui avaient succédé au trône avant elle, pour les demander pardon. Maintenant, ils ne connaissent pas le nom de ces ancêtres-là. Et personne n'est prêt à les aider, parce que celui qui va tenter de les aider risque de partir pour essuyer le crime commis. Donc, parce que tout le monde a peur de dire je vais t'aider, c'est comme ça. Mais personne n'arrive, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, personne n'arrive à réaliser quelque chose de concret dans la famille. Donc, le message que je voulais passer dedans, c'est pour vous dire que quoi? Ne pensez pas que quand on parle d'ancêtres, que c'est de la sorcellerie. Sorcellerie, là, c'est différent de fétichisme. Fétichisme, là, c'est différent d'ancêtres. Chaque chose a son monde. On peut prendre la sorcellerie pour venir rajouter au fétichisme. On peut prendre le fétichisme pour rajouter ça au culte ancestral. Mais ce qu'on appelle ancêtre, là, ne vous amusez pas avec. Parce que ancêtre, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais qui te voit. Qui mange avec toi quand tu manges. La preuve, je vais vous donner un simple exemple. Laissez de la nourriture. Si vous croyez en vos ancêtres, laissez de la nourriture dans un plat et déposez ça sur votre table. Vous allez voir des insectes noirs qui vont venir s'associer au plat là pour manger. Vous n'avez même pas besoin de verser par terre. Je dis dans le plat, déposez ça sur votre table à manger au salon. Vous allez voir, c'est une expérience que je vous demande. Donc, ce qu'on appelle ancêtre, ne vous amusez jamais avec. Si on vous demande d'occuper un trône que vous ne voulez pas, essayez de vous entendre avec vos frères et choisissez une autre personne. Avec votre consentement pour que cette personne occupe le trône. Mais ne dites pas que vous allez brûler ou détruire le trône. Vous allez anéantir toute une famille, juste par curiosité. Et ce n'est pas tout qui se règle à l'église. Ce n'est pas tout qui se règle aussi à la mosquée. Il y a des choses, c'est juste, il faut aller verser de l'eau sur la tombe de ton père défunt, de ta mère défunte, de ton grand-père, et puis ton problème est réglé. Quand on oublie d'où on vient là, on n'arrive plus à avoir assez à où on va. Ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est madame qui me parlait hier, elle me dit, pourquoi tu ne racontes pas sur ton truc que tu fais là? Parce qu'elle appelle ça journal. Pourquoi tu ne racontes pas sur ton journal que tu fais là, ce qui s'est passé dans ma famille? C'est moi aujourd'hui qui essaye de remettre un peu la pente. Parmi tous les beaux-fils de la famille, je suis le seul, le seul qui est mieux, quand je vais dire mieux là, c'est qui est équilibré, à qui on peut parler. Sinon, même quand tu rentres dans la famille pour épouser l'un de leurs enfants là, c'est comme si tu étais allé épouser des problèmes. Moi, je ne savais même pas. C'est en cherchant des choses que je suis tombé sur ça et j'ai demandé à mon beau-père. C'est lui qui m'a raconté l'histoire pour me dire que, voilà pourquoi on est dans cette vie-là. Effectivement, personne ne est prêt à les aider parce qu'on dit que pour que le trône renaisse de son cendre, il faut que quelqu'un parte. Qui va mourir? Qui est prêt à dire, moi, je suis prêt à vous aider et puis c'est lui qui va mourir pour renaître le trône. C'est soit ça, c'est soit ils vont décider d'aller prier les ancêtres, ceux qui avaient déjà gardé la famille. Parce que la grand-mère est fâchée. Si eux, ils sont vivants aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Quand la sorcellerie était en train de servir dans la famille, en son temps, il paraît qu'en son temps, chez eux, les hiboux, là, ils descendaient comme ça se transforme en être humain. Il y en a même, il fallait donner des tontines. Quand tu habites dans le village, à partir de 15h, 14h, tu ne pouvais plus sortir. Si tu voulais sortir à partir de 16h, tu devais donner une tontine de porc chaque 6 mois avec un panier de quelque chose, je ne me rappelle plus de trop de quoi, et tu allais donner chaque un an un enfant qu'ils allaient manger chez toi. Donc que tu veux ou pas, tu devais enceinter ta femme pour que chaque fois elle fasse l'enfant. Et c'est la grand-mère qui avait lutté contre ça parce qu'elle était allée au Nigeria
Elle avait acheté une nouvelle sorcellerie pour venir combattre ça. Donc, c'était un peu ça. Tout ce que vous voyez quand vous dites ancestral, c'est pas forcément parce que c'est ancestral que c'est mauvais. Le vaudou n'est pas mauvais, l'ancêtre n'est pas mauvais. C'est celui peut-être qui est devant, qui a une mauvaise intention. Et peut-être vous aussi qui vous approchez de la chose qui n'a pas un bon cœur. Souvent, il faut voir les choses dans ce sens-là. Après, il y a des gens qui prennent des choses pour en faire autrement. C'est comme le couteau. Tu peux prendre le couteau pour égorger une chèvre. Tu peux prendre ça pour couper le pain. Tu peux prendre ça pour couper le poisson. C'est comme ça, tu peux prendre aussi pour poignarder. C'est comme ça ce qu'on appelle tout ce qui est occultisme là, c'est comme ça. Tu prends ça pour faire ce qui te va, ce qui te convient. Un peu comme un couteau à double tranchant. Tu peux faire du bien avec, tu peux faire du mal avec, donc c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup l'homme de l'ombre pour tes histoires. Tu vas nous saluer madame. Je dis que la famille DMG TV et apprécie beaucoup ce que tu fais pour... Le journal DMG TV apprécie tout ce que tu fais pour la page. Donc, merci beaucoup. Oui. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.